Notre invité est là, le bourgmestre d'Ohaye, Christophe. Bonjour. Bonjour Joël, bonjour Christine, merci pour l'invitation et par ailleurs bien le bonjour aussi aux auditrices et aux auditeurs, en particulier les Ohaytoises et les Ohaytois, et ne pas oublier non plus nos papas, donc bonne fête à tous les papas qui nous écoutent ce matin. Exactement. Première question Christophe, comment as-tu fait pour rejoindre Andenne? Alors j'ai rejoint Andenne par la route du fond, la route du fond, donc celle qui passe devant chez moi et qui est fortement fréquentée depuis un certain temps en raison des travaux rue de Ciney qui n'en finissent pas, aux grandes dames de tous les automobilistes qui l'empruntent. On se demande quand ça va se terminer, mais bon, faut être patient. Oui, c'est moins qu'on puisse dire parce que je crois que ça fait autant de problèmes pour les Andennais que pour les Ohaytois. Tout à fait, mais bon. Mais bon, la route du fond, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le détour, ça vaut la peine de le faire pour éviter tous ces feux rouges qui se multiplient quand même sur cette route. Est-ce qu'on a une idée? Parce que bon, je sais bien que ça ne dépend pas de la commune, hein, mais est-ce que vous êtes informé quand même de la fin des travaux ou pas? On a très peu d'informations puisque c'est le chantier de la SWDE. On les rencontre nous à Ohaye mardi soir. On fait une séance d'information citoyenne pour voir un petit peu. On va notamment aborder le chantier de l'autoroute de l'eau, puisque c'est comme ça qu'il appelle, avec un réservoir construit à la limite entre Ohaye et Coutis. On va bien entendu aborder la problématique des PFAS et puis les petits problèmes techniques rencontrés au quotidien par les citoyens. Donc, même si les Andennais veulent venir écouter les conseils et les avancées en termes de chantier, ils sont les bienvenus donc mardi à la salle Isbanette à 19h30. Donc voilà, je lance l'invitation. Ceux qui sont intéressés, nous les attendons et ils sont les bienvenus. Mais rassure-nous, l'eau est bonne à Ohaye. Oui, tout à fait. Les analyses sont bonnes, mais bon, on est aussi régulièrement questionné pour des habitants qui s'inquiètent de savoir si les paramètres sont bons. Ils le sont, mais donc on se dit que c'est l'occasion aussi de communiquer. C'est vrai que ça inquiète pas mal de personnes dans toute la Wallonie après les informations divulguées dans l'investigation. Est-ce que, en tant que bourgmestre, est-ce que tu trouves ça normal que vous ne soyez pas informé à temps et à heure de certains résultats qui restent coincés à la région wallonne? C'est compliqué en effet et ça pose question parce que bon, l'autorité a le devoir d'informer ses citoyens, donc par manque d'information on est parfois mis en difficulté alors qu'on est nullement responsable de cette situation. Alors on peut comprendre qu'il faut le temps que les paramètres soient analysés et interprétés, mais néanmoins c'est vraiment problématique pour nous les élus, que ce soit les bourgmestres ou que ce soit les conseillers communaux, les échevins, enfin j'ai envie de dire c'est un devoir d'information qu'on a à l'égard de la population et qui rend la situation compliquée. Alors à propos d'élus, voilà, c'est déjà le 5e mois de la nouvelle législature. Maintenant on est bien installé dans ce rôle de bourgmestre. Alors on est bien installé puisque je débute mon 3e mandat et ce qui est surtout très chouette, c'est que le collège a été renouvelé en partie. Donc j'ai notamment deux jeunes conseillers, donc Caroline et Arnaud, qui nous ont rejoints avec une dynamique plus jeune, avec un questionnement tout à fait légitime et par ailleurs avec une volonté de mettre en place de nouvelles choses. Et donc c'est très agréable et ça donne en tout cas l'envie de poursuivre et du peps dans le quotidien de la vie communale. 3e législature, ça veut dire que les gens d'Ohaye sont satisfaits de ton travail? Alors oui, vraisemblablement ils sont contents, peut-être pas tous, et ça c'est normal, on ne peut pas faire l'unanimité, mais mon travail est une chose, mais c'est surtout un travail d'équipe, donc je ne suis pas le seul autour de la table du collège, et donc c'est grâce notamment à mes échevins, aux projets que l'on porte, aux aides qu'on reçoit de part et d'autre, et nous avons aussi une très bonne collaboration avec la ville d'Andenne et notamment le centre culturel. Donc on va évoquer tout à l'heure un projet plus culturel et on peut le mettre en place notamment grâce au soutien du centre culturel d'Andenne, et j'en remercie d'ailleurs son personnel, son directeur et toute l'équipe parce qu'ils nous sont précieux, en ce compris notamment les activités liées aux écoles. 3e législature, ça veut dire que tu vas pouvoir faire des choses que tu n'as pas pu faire pendant les 2 premières? Alors je ne sais pas si on va pouvoir faire des choses que je n'ai pas pu faire pendant les 2 premières parce que le contexte géopolitique est quand même particulier. On nous annonce des fusions dans tous les sens. Je pense aussi qu'au niveau financier, c'est évident pour personne. Et donc ce sera peut-être la mandature où on va devoir se poser, réfléchir à l'avenir, placer les jalons pour le futur. Alors
dans quel sens on n'en sait encore trop rien, et peut-être attendre de voir un petit peu des éclaircies, notamment au niveau des subsides régionaux. Et donc on est prêt, on a des idées, on a des projets dans les cartons, mais la mise en œuvre, on est prudent, on est un peu frileux pour l'instant, on attend de voir avant de se lancer dans des choses qui pourraient paraître difficiles par la suite, quoi. Étant donné que ce sont les engagés qui sont quand même au pouvoir maintenant avec le MR, et toi tu es aussi un bourgmestre du côté des engagés, est-ce que les informations circulent mieux entre toi et les décisions au gouvernement ou pas ? Alors il est évident que on reçoit des informations en primeur, mais j'ai envie de dire ça, ma foi, c'est pas ce qui est le principal ou le premier objectif. Je pense que dans le cadre notamment des réformes qu'on nous annonce, les fusions communes CPS, le fait d'être proche du pouvoir décisionnel régional a pour moi un avantage, c'est qu'on pourrait devenir commune pilote et alors participer, j'ai envie de dire, à ce projet de réforme et amener notre petite pierre à l'édifice, parce qu'il est évident qu'une réforme telle que celle annoncée pour une commune de Haut est tout à fait différente d'une réforme pour des communes ou des villes plus importantes. Donc je pense on doit se faire entendre et c'est probablement le moyen le plus correct et celui en tout cas que nous on préconise, c'est d'aller à la rencontre des mandataires régionaux dans les cabinets et de demander qu'on puisse participer à la réflexion en tout cas sur ce qui est envisagé pour le futur. Être bourgmestre d'une petite commune, enfin quand j'ai une petite commune, c'est relatif évidemment, c'est plus difficile ou pour certaines choses, c'est plus facile pour d'autres, il y a des avantages et des inconvénients ? Alors, le gros avantage et ce qui est quelque part passionnant, c'est le contact avec la population. Quand on a un peu plus de 5000 habitants, il est plus facile de rentrer en contact. Alors je vais prendre pas en contact personnellement avec tous les habitants, mais il est plus facile d'être à leur côté au quotidien que si on avait 15-20 000 habitants. Mais là, ça devient tout de suite plus difficile. Et pour le reste, oui, c'est la difficulté de plus petites communes, c'est qu'on n'a pas non plus une quantité exceptionnelle de personnel, donc il y a beaucoup de tâches qui sont réalisées par les élus. On entend parfois qu'il faut réduire le nombre de membres du collège Oé. Je peux vous dire que tant mes échevins que moi-même, on fait du travail qui devrait être pris en charge par l'administration, mais faute de bras, c'est nous qui poignons dedans. Et par ailleurs, force est de constater aussi on nous reporte toute une série de charges multiples et variées, sans nous donner des moyens supplémentaires, donc c'est compliqué. Tu as l'impression que le travail au niveau communal n'est pas toujours bien perçu par les instances supérieures ? J'ai un peu l'impression, je ne sais pas s'il est pas bien perçu, mais je crois que ils sont peut-être pas conscients des difficultés au quotidien qu'on rencontre. Alors je ne dis pas que pour être ministre, il faudrait obligatoirement avoir été mandataire local, parce que je pense que ce ne serait pas non plus la solution à tous les problèmes rencontrés, mais en tout cas, je pense qu'une expérience locale est certainement bénéfique à une vision alors plus large par la suite. On l'a bien compris, donc on attend évidemment des nouvelles du fédéral pour pouvoir investir au niveau de la commune, mais est-ce qu'il y a des chantiers, des projets qui sont en cours, qu'on a envie de réaliser Alors, il y a des projets qui sont en phase de finalisation, c'est notamment l'aménagement du cœur de village d'Evelet. Donc on finit là un projet il y a 10 ans, donc dans le cadre du programme de développement rural, il y a eu la transformation de la salle Isbanette en maison de village. Et le problème à Evelet, c'est qu'on manquait cruellement de places de parking, et donc grâce à Christophe Collignon, au gouvernement wallon précédent, il y a un appel à projet cœur de village qui est sorti, on a répondu, on a été sélectionné, et donc on le réalise là en face de l'église, à proximité de la salle, tout un aménagement, parking, mais également espace de jeu pour les enfants, barbecue, jardin communautaire, et donc ça doit être terminé pour le 30 juin, donc ça diminue. Et alors un autre très beau projet qui se finalise aussi, c'est un projet de mobilité douce, réalisé aussi dans le programme de développement rural sur 5 communes, donc c'est un dossier supracommunal. Donc on a réhabilité l'ancienne ligne vicinale, en tout cas pour partie,
et ça permet de rejoindre à Ivoire, donc en passant par Oé, Gèves et Assès. Et donc c'est 42 kilomètres qui sont en train de se terminer. Je vais d'ailleurs demain matin faire la boucle Oé Beaufort, histoire de voir si rien ne cloche, mais c'est vraiment très beau. Alors c'est accessible aux cyclistes, aux piétons, malheureusement pas aux cavaliers parce que leurs vêtements risqueraient d'être endommagés par les chevaux. Donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Et alors pour la suite, on se relance dans une nouvelle opération de développement rural. Donc on est en plein dans la consultation citoyenne. On va voir ce que les citoyens, les concitoyens vont imaginer, vont rêver pour Oé dans 10 ans, puisque c'est un programme à 10 ans. Justement, au niveau associatif, à Oé, ça bouge beaucoup, hein. Ça a toujours été une commune très vivante au niveau associatif. Donc c'est d'ailleurs toujours une difficulté pour mon échevin des travaux. Une fois qu'on arrive à la bonne saison, il me dit toujours oui mais Christophe, c'est compliqué d'organiser le travail parce qu'il faut aller il faut porter du matériel et il faut aller le rechercher. Enfin bref, tout ça pour dire que ça vit, mais c'est aussi ce qui rend attractif la commune d'Oé. Je pense on ne vient pas à Oé uniquement pour faire la fête, mais quand on y est, en tout cas, il y a cet accueil qui transpire chez les citoyens et qui fait que on s'y sent bien. J'ai eu l'occasion hier de faire un mariage et la mariée est arrivée, qu'elle avait 7 ans, elle venait de l'île de la Réunion. Et ce qu'elle a retenu du village, alors c'était dans les années 70, hein, donc c'était particulier, c'était probablement une des premières personnes étrangères qui arrivait sur le territoire communal. Mais en tout cas, ce qu'elle en a retenu, c'est l'accueil. Et elle disait hier, je n'imaginais pas faire ma vie ou vivre autre part qu'à Ayo. Donc voilà. Au niveau commercial aussi, ça se porte bien, hein. Il y a plein de petits commerces qui sont ouverts et qui tiennent la route, hein. Alors au niveau commerce, on a l'avantage d'avoir l'accent d'Encinet. Alors il peut être des avantages au niveau sécurité et circulation, puisqu'on a plus de 7000 véhicules sur 24 heures qui traversent Oé, mais ça a permis notamment à des commerces de se développer, des moyennes surfaces, des plus petites surfaces. Je pense, on a pratiquement tous les services nécessaires le long de cet axe et vient se greffer à ces services, bien entendu, des projets immobiliers. Alors ça ne fait pas toujours plaisir non plus parce qu'on a l'impression qu'on change le caractère rural de la commune. Je ne pense pas. On va devoir d'ailleurs travailler, ça c'est un projet, sur le schéma de développement communal, justement pour travailler sur les centralités et protéger les villages périphériques. Mais force est de constater que les gens recherchent du logement le long de l'axe principal parce que vous avez la pharmacie, le médecin, les commerces, et donc tout ça est fortement prisé aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle ces projets se développent et les promoteurs, sont très heureux. Nul besoin de descendre en Andenne, on trouve tout ce qu'on veut. Ouais. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas descendre en Andenne parce que on y descend tous et voilà, donc c'est en tout cas, ce n'est peut-être plus autant nécessaire que par le passé, mais il y a quand même des établissements ou des choses qu'on trouve en Andenne qu'on ne trouve pas, ouais, donc voilà. Et au niveau sportif, Alors au niveau sportif, on a notre centre sportif, hein, donc qui a été redynamisé là maintenant depuis une petite dizaine d'années. On a un conseil d'administration très vivant et on finalise au conseil communal de jeudi prochain. On passe une étape suivante, c'est le projet d'extension et de rénovation. Donc on va passer à l'attribution bientôt du marché, et donc on espère que dans le courant de l'année 2026 le chantier va débuter avec quelques difficultés en termes d'occupation des locaux par les sportifs, mais c'est un mal nécessaire pour être beaucoup mieux par la suite. On a parlé commerce, on a parlé sport, on va parler un peu culture, parce que il y a une chose importante, hein, Omar Boucharouf l'a dit la semaine dernière quand il est venu dans nos studios, si les gens d'Oé n'ont plus besoin nécessairement de venir en Andenne, ceux d'Andenne vont avoir besoin d'aller à Oé, parce que la salle polyvalente va être dans les travaux, et Omar nous l'a confirmé la semaine dernière, il y aura plusieurs spectacles qui auront lieu à Oé, à la salle des fanfares. Tout à fait, c'est un partenariat, un beau partenariat, j'ai envie de dire, hein. Quand on a besoin d'Andenne, on peut compter sur Andenne, et quand Andenne a besoin d'Oé, il peut aussi compter sur nous. Donc je trouve que c'est comme ça que ça doit se faire d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. À l'époque où on vit, il serait
il serait tout à fait anormal que chacun travaille de son côté ou d'avoir deux centres culturels sur une si courte distance. Donc je pense que voilà, la mutualisation est certainement une des solutions aux problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Mais ça fait déjà un petit temps qu'il y a une collaboration entre le centre culturel d'Andenne et la commune d'Oé. Hein. Oui, c'est quelque part une vieille histoire. Hein. Donc j'ai envie de dire, quand on a quitté le centre culturel de Namur et on a rejoint le centre culturel d'Andenne, c'est il y a plus de 10 ans, il y a 10 et 15 ans que ce rapprochement a eu lieu. Donc la présentation de la saison culturelle, ce sera le 19 juin. Donc on saura ce jour-là tout ce qui va se passer à Oé. Hein. Et voilà, vous le saurez en écoutant le 106.6, puisque on va retransmettre en direct cette présentation de la saison culturelle 2025-2026. Mais on sait déjà qu'il y aura quelques spectacles à Oé. Hein. Est-ce que tu as déjà, toi, eu vent de certains spectacles? Je ne suis pas membre du conseil d'administration du centre culturel, et donc je n'ai pas l'information. Je sais qu'il y aura des choses, mais je ne connais pas encore le contenu du programme et les spectacles et actions qui seront réalisés au niveau d'Oé. Et essaye de garder ça secret, évidemment, pour tout dévoiler le 19 juin. C'est très bien ainsi. Mais ce qu'on peut dire, c'est que du côté d'Oé, le 22 juin, il y aura une magnifique, un magnifique spectacle, un magnifique concert qui sera organisé dans un cadre, espérons-le, tout à fait original. Oui, alors c'est ici avec ma casquette, alors j'en ai quand même quelques-unes, c'est avec ma casquette de président de l'Office du tourisme que je vais donner quelques explications concernant ce spectacle. Donc c'est un concert de musique classique qui va se dérouler dans le Bois d'Oé. C'est une artiste française, c'est une violoncelliste française accompagnée d'une pianiste française, et le titre du spectacle, c'est Le silence de la forêt. Alors Olivia Gay, donc la violoncelliste, souhaite par ce spectacle en plein air qu'elle a donné déjà à plusieurs reprises en France, mais je pense que c'est la première fois qu'elle se produit en Belgique, souhaite sensibiliser le grand public à la défense de la nature et plus particulièrement également à la protection des forêts. Et je l'écoutais ce matin avant de venir et en préparant cet entretien. Donc elle disait que c'était encore certainement plus vrai aujourd'hui que par le passé, après les nombreux incendies dans les forêts, qu'il fallait avoir une attention toute particulière pour nos forêts. Et elle souhaite aussi mettre en avant le bois, puisqu'elle rappelait que son instrument, son violoncelle, était fabriqué à base de bois. Donc elle rappelait toute l'importance de nos forêts. Et de notre côté, ce qui a fait qu'on a souhaité organiser cet événement, c'est que dans le courant de l'année 2024, on a renouvelé notre plan de gestion forestier en collaboration avec le département Nature et Forêt. Alors il se fait qu'administrativement, les choses ont été officialisées en novembre-décembre 2024, donc c'était pas le moment de faire une activité en plein air, et c'est la raison pour laquelle on a choisi le printemps, voire le tout début de l'été, pour organiser ce concert. Et alors il se fait que par le plus pur des hasards, c'est également le week-end de la fête de la musique, donc j'ai envie de dire tout est bien quelque part qui finit bien, puisqu'on fait d'une pierre 2 voire 3 coups. C'est un concert qui est gratuit, donc qui est ouvert à tout le monde, qui est gratuit. On demande simplement quand même, pour une question d'organisation, une inscription préalable, et je rappellerai tout à l'heure comment on peut s'inscrire. On est dans la nature, donc grand respect de la nature pour les personnes qui vont participer à ce concert, donc pas de plastique, pas de cigarettes, enfin bon, on a mis en place toute une série de choses. Et à l'issue du concert, il sera bien entendu possible de partager quelques boissons, mais elles seront dans des contenants en verre. Et voilà, il y a vraiment une attention toute particulière pour le respect de la nature. Et ça donnera l'occasion aussi aux personnes qui seront présentes d'admirer les œuvres de Land Art. Donc on a depuis maintenant un certain nombre d'années une collaboration avec la Maison du Tourisme Condro-Famenne, et on a un projet de Land Art sur les communes partenaires dont des œuvres sont installées, implantées dans le Bois d'Oé. Donc ceux qui participeront au concert pourront également découvrir ces œuvres. Voilà. Ce sera donc le dimanche 22 juin à partir de 17h au Bois d'Oé, mais le Bois d'Oé est assez grand. Comment est-ce à quel endroit du Bois d'Oé? Alors le Bois d'Oé, il est assez grand, donc on vous invite à emprunter la rue Bois d'Oé, passer devant le terrain de football, et puis un peu plus loin sur la droite, à l'emplacement dit du barbecue, là il y aura possibilité de se stationner et d'accéder bien entendu au site où le concert sera donné.
Donc ce sera facile à trouver alors. Oui, et en tout cas, on mettra en place de la signalisation si nécessaire. Si le temps, mais on croit qu'il y aura du soleil, mais si le temps ne le permet pas, ce sera donc un concert qui aura lieu à l'église Doé alors. C'est ça, oui, nous on a une solution de repli, on espère de ne pas devoir la mettre en œuvre, puisque bon, l'idée c'est vraiment de faire ça en plein air, mais si vraiment il pleut, il tombe des cordes, parce qu'on a quand même un piano et un violoncelle, au-delà des artistes, il y a aussi le fait de devoir protéger ces magnifiques instruments, et donc on n'aura pas d'autre choix que de s'installer à l'église. Et puis je suppose quand même qu'il y aura de quoi s'asseoir pour assister au concert. Il y aura de quoi s'asseoir, il y aura des bancs en bois, il y aura aussi la possibilité de s'asseoir par terre, pour ceux qui le souhaitent, donc munissez-vous de vos couvertures le cas échéant, et voilà. Comment est-ce qu'on a, entre guillemets, débauché ces deux artistes français et les amené à Douai? Alors, à l'Office du tourisme de Douai, on a un bureau assez dynamique, et parmi le bureau, et tu fais bien de me poser la question, Joël, on a Olivier Gonne. Olivier Gonne, qui est le vice-président de l'Office du tourisme, qui est un acteur au sein de la structure depuis de nombreuses années, bénévole comme tous les autres d'ailleurs, et qui est aussi par ailleurs notre ancien agent du département nature et forêt. Donc le bois d'Oé et les bois de la commune en particulier, il les connaît bien. C'est lui d'ailleurs qui nous a aussi poussé dans la réécriture de notre plan forestier, et il est aussi quelque part artiste. Son épouse notamment fait de la céramique, et donc c'est lui qui, en allant chercher sur internet, est tombé sur Olivier Aguet et nous a dit moi j'ai une idée, ça pourrait être justement une activité phare en 2025, et c'est comme ça il a pris les contacts avec l'artiste qui vient d'être maman par ailleurs, donc elle sera présente à Oé avec sa petite fille je pense, qui a quelques semaines, et c'est grâce à Olivier qu'on a pu mettre en place ce spectacle. Je dois aussi remercier notre personnel et donc l'agent administratif, mais aussi nos deux ouvriers qui œuvrent au quotidien pour donner un peu de lumière à l'Office du tourisme d'Oé. En tout cas, Olivia, elle a repris une phrase de Saint-Exupéry, que on devrait peut-être répéter plus souvent. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. C'est bien dit, et c'est une phrase qu'on devrait répéter un peu à tout le monde de façon régulière. Et c'est vraiment chouette ce concert, c'est tout à fait original. C'est inédit de faire un concert dans les bois. On a déjà fait, je me souviens, un concert dans les jardins, dans la rue Huinan, avec notre pianiste de jazz, mais un concert classique dans les bois, je crois que c'est une toute grande première. C'est une première. Ceci étant, le Bluebird Festival, qui se tient aussi sur Oé, et dont le festival se déroulera tout début juillet, ça fait maintenant, je pense, 3 ans qu'ils font une balade musicale, donc il y a aussi des instruments, mais c'est pas un concert, c'est vraiment des arrêts à des endroits bien particuliers avec des instruments. Donc voilà, on est dans une formule autre ici, mais j'ai envie de dire, ça donne l'occasion aussi aux festivaliers qui veulent rejoindre Oé le week-end du 4 juillet d'aller voir aussi le site de la Maison des Jeunes et du Bluebird et s'inscrire le cas échéant et acheter ses tickets. Voilà, le Bluebird qui était un festival qui, mine de rien, fait son chemin. Je lisais hier dans la presse que c'est la 15e année du Bluebird, et c'est le plus petit festival, mais qui tient le coup malgré tout, avec ses difficultés, parce qu'il faut aussi trouver les moyens financiers et humains, mais ils ont une chouette équipe. Ils ont créé la SBL 470, qui est une émanation de la Maison des Jeunes d'Evlette, donc seule Maison des Jeunes reconnue, avec aussi des animateurs, des coordinateurs dynamiques, et voilà, donc j'ai envie de dire, on a pérennisé au moins une chose. Alors il n'y a pas que ça, mais en tout cas c'est l'émanation du travail de la Maison des Jeunes qui permet aujourd'hui d'organiser le Bluebird Festival par l'intermédiaire de la SBL 470. Avant d'écouter de la musique et de te retrouver, on parlait de sport tout à l'heure, pas un petit peu déçu parce que bon, il y a Evlette qui est champion, qui va jouer en division 3 l'année prochaine, qui a joué à Oé, et voilà, maintenant ils viennent au stade Julien Paparanden. Un petit mot là-dessus, un peu déçu ou pas? Alors, oui, ce qui est regrettable, c'est qu'on avait des infrastructures à Evlette, on avait surtout l'équipe, une première fusion, c'était peut-être des prémices d'autre chose, la fusion entre les clubs de Jalais et d'Evlette, et donc les voir partir, oui, ça a quand même un petit pincement au cœur. Je ne vais pas dire que c'était cousu de fil blanc, mais en tout cas, quand on a eu vent
de l'investisseur d'il y a 2-3 ans, on avait déjà certaines craintes et vraisemblablement ça s'est confirmé par la suite. Ceci étant, je pense que on doit aussi être fier de l'avancée du club. Et ils vont jouer à Andenne. On n'oubliera quand même jamais que ce sont des Auétois à la base. Annie Cordy résidait bien en France, mais elle était quand même une artiste belge à la base. Donc voilà. Ouais. Mais enfin, vous sauvez quand même l'image du foot andonnais, parce que nous autres, on était quand même dans le creux de la vague, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait même plus de club en Andenne, voilà. Et cette fusion va permettre aux amateurs de football andonnais de voir une équipe de division 3 l'année prochaine au stade Julien Papa. Et bon, de toute façon, les gens d'Yvette et d'Ouest, s'ils veulent rester fidèles à leur club, c'est pas un grand détour, hein, voilà. Donc, il y aura du beau football, mais voilà. Il fallait choisir un stade et ils ont choisi le stade d'Andenne. Pas de souci, c'est très bien. Un petit rappel quand même pour ce concert du 22 juin, donc au Bois d'Oué. Il faut réserver, hein, et comment est-ce qu'on procède alors ? Alors, soit en envoyant un mail à notre coordinatrice administrative Charlotte Baudard, donc charlotte.baudard@owe.be, soit en la contactant par téléphone au 085 82 44 77, 085 82 44 77, ou en consultant notre page Facebook. Et là, vous aurez aussi, alors à ce moment-là, donc la page Facebook de l'Office du Tourisme, vous aurez toutes les informations pratiques pour réservation. Je rappelle que ces réservations sont obligatoires, en tout cas vivement souhaitées, pour qu'on puisse organiser au mieux et prendre en charge les participants comme il se doit. Au niveau touristique, hein, puisqu'il y a un syndicat d'initiative, il y a des projets également à ce niveau-là. Alors oui, donc on a la chance d'avoir pas mal d'opérateurs touristiques avec une offre en termes de logement assez importante, hein, donc des gîtes, des chambres d'hôtes. On a aussi un hôtel sur Owe, pour ceux qui ne le savent pas, Perouet, le domaine de Sur-le-Sar, hôtel wellness spa. Et donc on relance donc cette dynamique au profit des opérateurs touristiques. On organise des after-work, donc il y en a déjà un prévu le 4 juillet, le 21 août. Je sais qu'il y en a un qui est dédicacé aux apéros spritz. On a aussi un concours de boîte aux lettres qui est fleuri, qui est lancé là maintenant. Donc avis aux amateurs, et là les membres du jury sillonneront les rues d'Owe entre le 20 et le 27 août. Une marche adepte le 27 juillet, donc qui partira du centre sportif et qui traversera à mon avis une partie du Bois d'Owe à nouveau, avec la traditionnelle balade des petits ponts. Et on souhaiterait aussi faire découvrir une partie du Vissigal, hein, puisqu'on peut rejoindre Gève entre Owe et par le Vissigal. Et on organisera probablement, comme l'année dernière, une marche au flambeau fin octobre, aux environs de la fête d'Halloween. Le Grand Saint sera attendu aussi aux environs du 6 décembre. Et on réfléchit à un cinéma de plein air, mais ça ce serait pour fin août. On a déjà une idée du site, vraisemblablement sur le site de l'école de Hayo, où s'organise le traditionnel plein air du dernier week-end de juin, là aussi. Donc pour les plus jeunes, bloquez dans votre agenda le samedi 28 juin, si je ne me trompe, pour le traditionnel plein air. Voilà. Et il y a le Corso Fleuri aussi, hein. Et alors le Corso Fleuri, toujours premier week-end d'octobre. Et j'ai oublié de vous parler aussi des apéros et toi, donc ils seront toujours bel et bien organisés le 20 juillet dans le parc Rosou comme les autres années. Corso Fleuri qui est organisé par des bénévoles, hein, je crois. Organisé donc par la SBL Owe Event et que des bénévoles en effet, donc. Voilà, et qui attire quand même de plus en plus de monde. Qui attire de plus en plus de monde. Alors il y a le Corso, puis il y a les activités annexes, les repas, les soirées, circuit VTT, donc ils sont assez dynamiques. Et c'est ce même comité qui organise aussi déjà depuis 3 ans maintenant, je pense, le marché de Noël, dans le parc Rosou toujours. Donc on a de quoi passer son temps. On peut dire que tout baigne alors pour le moment. En tout cas, on fait en sorte que les choses baignent. Et j'ai oublié aussi, puisqu'on en était sur le secteur touristique et au profit des opérateurs et des touristes, c'est la création on a créé des balades balisées dernièrement. On termine aussi une création de chasse au trésor Totémus. Et on a aussi lancé une newsletter. Donc voilà. Je pense qu'il y en a pour tous les âges. On a parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais
mettre un petit coup de projecteur qu'on aurait oublié? Là, comme ça, j'ai oublié, on a parlé tout à l'heure du sport, on a parlé du centre sportif, on a parlé de football. J'ai oublié de parler du tennis, du TCGO, qui est aussi une ASBL active depuis de nombreuses années. Hein, donc, c'est à l'époque de mon prédécesseur et avant la fusion, Maurice Grosfils, qui était joueur de tennis, qui a lancé à l'époque le TCGO, qui a bien évolué depuis lors. Et ils ont dans les cartons là la création de terrains de paddle couverts, mais également la volonté de créer des terrains de tennis couverts. Et ça aussi, le dossier devrait sortir prochainement. Et c'est aussi uniquement des bénévoles qui font vivre ce club de tennis. Finalement, oui, on trouve tout ce qu'on veut. Hein. On y trouve beaucoup de choses. Beaucoup de choses en tout cas. Mais c'est vrai que ce club à Ayo fonctionne très bien et je crois qu'il y a quelques Andonnais qui vont régulièrement. Le bourgmestre d'Andenne vient parfois jouer au tennis à Ayo, donc voilà. Le nouveau, oui. Justement, ça change quoi qu'Andenne ait un nouveau bourgmestre? Toi qui as connu, comme nous d'ailleurs, l'ancien pendant un certain nombre d'années, est-ce que ça a changé les rapports entre les deux communes ou pas? On a toujours eu, moi j'ai par habitude de tenter de m'entendre avec le plus grand nombre, donc on a toujours eu d'excellents contacts avec Claude. Je lui reconnais beaucoup de qualités, donc son intelligence, sa force de travail, c'est quelqu'un de visionnaire, j'ai envie de dire. Parfois, quand j'ai débuté il y a 10 ans d'ici, je me demandais parfois si ce qu'il me racontait était la vérité ou plutôt fruit de son imagination. Ce n'était absolument pas ça du tout. C'était en effet la vision qu'il avait à ce moment-là du futur, et je pense qu'il s'est très rarement trompé. Donc ça, je lui reconnais cette grande capacité d'anticipation. Et du côté de Vincent, c'est une autre dynamique. Voilà, c'est plus jeune. Il y a une volonté, en tout cas, d'écoute chez Vincent qui est très importante. Une volonté que chacun puisse participer au débat. Donc, si on évoque la zone de police, puisque nous sommes partenaires et membres de la zone de police depuis sa création, il y a vraiment cette capacité, cette volonté d'écouter, de partager. Je pense que c'est nécessaire pour tout le monde, en ce compris pour lui qui découvre aussi la fonction, même s'il est en politique depuis longtemps. Je pense que entre un mandat d'échevin et un mandat de bourgmestre, il y a quand même une petite différence, voire une grande différence. Et je pense que c'est important aussi pour lui qu'il sente qu'on est à ses côtés, qu'on l'écoute. Alors, on pourra peut-être pas toujours partager les mêmes idées, mais en tout cas, ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Et je disais dernièrement, lorsqu'on a évoqué les finances de la zone de police, on est là et on doit être solidaire. Alors, il est évident que les communes périphériques d'Andenne, plus rurales, devront parfois faire des efforts au profit de la ville, de l'activité de la ville et de l'effort que devront réaliser nos policiers, que je remercie par ailleurs pour le travail qu'ils font au quotidien. Et parfois ce sera l'inverse, peut-être que la ville d'Andenne devra faire certaines concessions au profit des communes plus rurales et de besoins plus spécifiques. Une avancée majeure, et ça je pense qu'on la doit aussi, on la doit au chef de corps, on la doit à Claude Erdekens, et Vincent poursuit dans la lignée, c'est la création d'un commissariat sud sur le territoire de Gèvres. Donc le chantier est en cours et on devrait voir regrouper alors là des policiers. Donc les équipes de permanence mobile en tout cas ne partiront plus que d'Andenne, elles partiront en partie aussi de Gèvres pour sillonner alors à ce moment-là les communes d'Oé et Assès en particulier. Donc je pense que c'est important au niveau visibilité, c'est important au niveau proximité, et par ailleurs, tant à Gèvres qu'à Oé, on mettra à disposition alors un commissariat, une antenne locale où on pourra de toute façon toujours aller à la rencontre des agents de quartier, mais en dehors du poste actuel d'Oé et ou d'Assès, puisque ces deux postes à terme seront vendus. Voilà. Oui, on parlait des relations avec Andenne, mais Gèvres est à côté d'Oé aussi. Comment ça se passe avec le bourgmestre de Gèvres? Alors, ça se passe très bien, donc j'ai même une relation amicale, et on est confronté aux mêmes problèmes.
on réfléchit aux mêmes solutions. On a aussi notre dynamique parc naturel, puisque nous avons été avec ACES et GEV à l'initiative d'un dépôt de candidature pour faire reconnaître le territoire comme parc naturel. Donc on a été reconnu en décembre 2023, donc parc naturel Cœur de Condro, qui regroupe 6 communes, donc ACES, GEV, Havelange, Amois et Ciney. Et ça, quelque part, c'était la volonté des élus, tout parti confondu, d'avoir cette dynamique territoriale, de tenter aussi à un moment donné de supprimer des couches dans la lasagne institutionnelle, parce qu'on se rend compte que pas mal de structures réalisent le même travail. On peut parler des contrats de rivière, on a parlé des maisons du tourisme. Enfin, il y a plein de structures qui font la même chose. C'est donc les groupes d'action locale. Et donc on s'est dit non, il faut vraiment qu'on ait cette dynamique territoriale avec une volonté à un moment donné aussi de fusionner ou de réfléchir plus globalement. Et là derrière, je pense aussi, c'est probablement anticiper une future fusion de communes, parce que je pense que après la fusion commune CPS, assez rapidement, et j'ai l'impression que c'est aussi écrit dans les astres, on va nous demander de à nouveau fusionner nos communes. Et donc la volonté de travailler avec des communes, on va mettre peut-être Ciney un peu de côté, puisque c'est une ville, bien qu'il y a des villages périphériques qui sont très ruraux, mais en travaillant avec Amois, avec Havelange, avec GEV et ACES, on est confronté aux mêmes difficultés, on a un public plus ou moins similaire, on est en ruralité, donc ça va peut-être pré-mâcher deux futures fusions, et on aura au moins l'habitude de travailler ensemble, et on verra vraisemblablement ce qui matchera le mieux en fonction du territoire. J'évoquais tout à l'heure le schéma de développement communal. On a décidé de faire un schéma de développement communal commun entre Havelange et Ohaye, avec une analyse des centralités tout à fait indépendante, mais en termes de manière générale, ce sera un schéma commun, avec notamment un grand volet sur la mobilité et la mobilité douce, puisque on est limitrophe avec la commune d'Havelange entre Libois et Aussogne. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qui est dans les cartons, et sur lequel en tout cas moi j'ai à cœur de travailler, parce que en tant que politique, on n'est jamais là que de passage, et je trouve qu'il est important de réfléchir à l'avenir, parce que quand nous ne serons plus là, il faudra avoir préparé la feuille de route pour les successeurs. Voilà. Ça ne t'intéresse pas d'être bourgmestre pendant 50 ans comme Claude, alors Alors, j'ai souvent dit, et je le dis encore d'ailleurs, le pouvoir est la plus belle des choses et la pire des choses. Et c'est en tout cas ce qui est important, c'est de ne pas s'installer dans un fauteuil. Et je compte beaucoup là-dessus pour éviter cet exercice qui serait pour moi malheureux et dommageable à plus d'un titre. Je compte beaucoup sur mon collège et sur la population de manière générale. Tant qu'à présent, j'arrive encore à me regarder dans la glace tous les matins, donc j'en suis très heureux. Le jour où les personnes constateront que je change, je pense qu'il sera temps que je passe à autre chose. Voilà. Alors, je ne l'envisage pas encore maintenant, mais je suis aussi un fervent défenseur de limiter le nombre de mandats, parce que la routine, je pense qu'il y a rien de pire. Alors on n'est pas du tout dans la routine, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses. Je pense que c'est là aussi une volonté à un moment donné de l'autorité supérieure, c'est de peut-être limiter le nombre de mandats dans le temps. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas partir et puis revenir. Et puis il y a d'autres niveaux de pouvoir aussi qui semblent aussi intéressants. Donc on a parlé de la région tout à l'heure. Les provinces vraisemblablement sont amenées à disparaître. J'en suis probablement le dernier président de conseil, mais ce sera une autre dynamique, et donc voilà. Donc c'est parfois compliqué à vivre, parce que on a toujours fait comme ça, mais ce n'est plus comme ça qu'on doit réfléchir aujourd'hui. On doit aller de l'avant, et on doit surtout penser au futur et aux générations futures, parce que c'est vraiment elles qui vont être mises en difficulté si on n'agit pas aujourd'hui. Et l'environnement notamment est un bel exemple. Justement, avant de clôturer l'interview, la province, tu viens d'en parler. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est vraiment appelé à disparaître? Ça devient inutile? Alors, ça ne devient certainement pas inutile. Il faut faire une distinction entre l'institution et l'administration provinciale et la structure publique. Politique, donc composée du conseil provincial et du collège provincial. C'est ce volet-là, donc c'est le volet politique qui va être réformé au profit vraisemblablement
d'une assemblée d'élus, donc ça veut dire que ce seront les élus communaux, donc il n'y aura plus d'élection directe des membres du conseil provincial, ce seraient les élus communaux et on évoque les bourgmestres qui seraient membres d'office du conseil provincial, avec une réflexion beaucoup plus territoriale. Je pense que la sécurité est un volet donc qui devra ou qui fera partie en tout cas des matières traitées par la province nouvelle mouture, et on le voit d'ailleurs, et c'était écrit dans la déclaration de politique régionale, les provinces vont financer une grande partie du surcoût des zones de secours, ce qui permettra d'alléger quelque part les finances communales. Donc je pense que c'est un début, et puis on verra par la suite. À nouveau, je pense qu'il faut être prudent dans la composition de la future structure. Et j'évoquais ça pas plus tard que cette semaine avec un autre élu qui me disait mais pourquoi est-ce que c'est à nouveau les bourgmestres? Et c'est vrai quelque part, parce qu'on a quand même déjà beaucoup de choses sur les épaules. À côté de ça, on a toutes et tous des conseillers communaux de la majorité et de la minorité qui sont là et qui ne demandent peut-être qu'à s'investir. Or ici, on a la fâcheuse tendance à remettre une couche ou à charger les baudets bourgmestre et échevin, alors qu'il n'y a jamais que 24 heures dans une journée. Donc quand on veut faire les choses comme il faut, ça prend du temps. Et donc je pense qu'on devrait réfléchir à une meilleure répartition des rôles de chacun. Quand on s'investit en politique, voilà, on s'investit de manière générale. Et donc moi je ne vois pas d'un mauvais œil que ce soit un conseiller communal qui soit membre du collège provincial ou du conseil provincial Nouvelle Mouture. Il a de toute façon la connaissance suffisante au niveau local que pour aller représenter la commune à Namur dans ce cas-ci. Beaucoup de changements, mais bon, ça c'est une autre histoire, hein, donc on verra, qui vivra verra. Et en tout cas, un grand merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Mais c'était un réel plaisir, c'est toujours un plaisir d'ailleurs de venir chez Fréquence Plus à l'antenne. Et donc, pour vous remercier, je pense comme l'année dernière, proposer que l'Office du tourisme vous offre un bon location vélo d'un week-end. Ça permettra aux personnes qui gagneront ce bon de venir découvrir la commune d'Ohaye et tous les bienfaits que j'ai cités. Ça pourrait être le Vissigal, ça peut être une balade dans les bois ou autre. Donc je demanderai à Charlotte Baudard, la coordinatrice, de revenir vers vous, que vous lui envoyez un mail pour qu'on vous transmette ce bon cadeau. Voilà. Un grand merci en tout cas d'avoir passé un petit peu de temps avec nous et d'avoir parlé un petit peu d'Ohaye. C'est vraiment une commune qui est vraiment super sympathique, qui a beaucoup de points communs et d'histoires communes avec Andenne. Voilà, et je crois que on espère en tout cas que la route principale sera quand même réparée dans un laps de temps assez court pour qu'on puisse retrouver le plaisir de monter la chaussée de Ciney. Voilà. Merci beaucoup. Souhait partagé.